Je m'appelle Clara, et aujourd'hui, à 28 ans, je réalise que j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur cadette pendant toute ma vie. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 6 mois, le jour qui devait être le plus beau de ma vie. Mon mariage. Le jour où j'ai découvert que ma propre famille m'avait trahi de la pire des manières. Tout a commencé par un simple appel de mon notaire, Maître Rousseau. Grand-mère Elisabeth était décédée 3 mois plus tôt, me léguant sa maison de famille à la campagne, ainsi qu'une somme de 250 000 €. J'étais bouleversée, mais aussi soulagée. Cet héritage allait me permettre de commencer ma nouvelle vie avec Thomas, mon fiancé depuis 4 ans. Ma sœur Léa avait toujours été la préférée. À 25 ans, elle était celle qui recevait tous les compliments, tous les regards admiratifs lors des réunions de famille. Moi, j'étais la sérieuse, la responsable, celle qui travaillait dur pendant qu'elle enchaînait les conquêtes et les caprices. Nos parents avaient toujours eu des mots plus doux pour elle, des excuses pour ses erreurs, des encouragements pour ses moindres efforts. Quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Thomas, j'ai vu cette lueur étrange dans ses yeux. Thomas était architecte, beau, attentionné, tout ce dont une femme peut rêver. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas obtenir d'un simple claquement de doigts. Le jour où j'ai parlé de l'héritage à table, devant toute la famille, le silence s'est installé. Papa a froncé les sourcils, maman a baissé les yeux, et Léa a souri. Ce sourire froid que je connaissais bien, celui qu'elle affichait quand elle préparait un mauvais coup. C'est formidable, Clara, avait-elle dit de sa voix mielleuse. Avec tout cet argent, tu vas pouvoir organiser le mariage de tes rêves. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû comprendre que ce ton bienveillant cachait quelque chose de terrible. Les préparatifs du mariage avançaient bien. J'avais réservé le château de Malmaison pour la réception, commandé une robe sur mesure chez un couturier renommé, engagé le meilleur traiteur de la région. Tout était parfait. Enfin, presque tout. Thomas avait commencé à être distant. Il rentrait tard le soir, prétextant des rendez-vous clients qui s'éternisaient. Il évitait mon regard quand nous parlions des derniers détails du mariage. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il me répondait toujours la même chose, « Je suis juste stressé par le travail, ma chérie. » Un soir, j'ai trouvé son téléphone ouvert sur la table de la cuisine. Ce n'était pas mon genre de fouiller, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Il y avait des messages échangés avec un contact enregistré sous le nom Elle. Mon sang s'est glacé quand j'ai lu. Elle ne se doute de rien. Le plan fonctionne parfaitement. Parfait. Plus que 2 semaines et tout sera à nous. J'ai hâte qu'on puisse enfin être ensemble officiellement. Mes mains tremblaient. Elle, comme Léa. Ma propre sœur était en train de me voler mon fiancé, à 2 semaines de mon mariage. J'ai failli vomir. La pièce tournait autour de moi. Comment était-ce possible? Comment Thomas, l'homme qui me disait m'aimer depuis 4 ans, pouvait-il me faire ça? Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir. Thomas est rentré vers minuit, sentant le parfum de ma sœur. Ce parfum Chanel numéro 5 qu'elle portait depuis ses 18 ans. J'ai serré les draps entre mes poings pour ne pas hurler. Le lendemain matin, j'ai décidé de la suivre. Léa m'avait dit qu'elle avait rendez-vous chez l'esthéticienne pour préparer son look de demoiselle d'honneur. Mensonge. Je l'ai vue entrer dans l'hôtel Mercure du centre-ville. 30 minutes plus tard, Thomas l'a rejointe. Ils sont restés enfermés dans la chambre 237 pendant 2 heures. Quand je les ai vus ressortir, enlacés, s'embrassant passionnément dans le parking, j'ai compris que ma vie venait de s'écrouler. Mais je n'étais pas encore au bout de mes surprises. De retour chez moi, j'ai trouvé une lettre de la banque dans ma boîte aux lettres. Mon compte avait été débité de 180 000 €. Une somme énorme qui correspondait aux acomptes versés pour le mariage et autre chose. J'ai immédiatement appelé mon conseiller. Mademoiselle Clara,
ces virements ont été effectués sur autorisation de votre mandataire, Madame Léa Fontaine. Elle a présenté la procuration que vous aviez signée le mois dernier. Une procuration ? Je n'avais jamais signé de procuration. Puis, tout à coup, le souvenir m'est revenu. Léa était venue me voir un mois plus tôt, prétextant avoir besoin d'aide pour des papiers administratifs compliqués. Elle avait posé plusieurs documents devant moi, me demandant de signer juste ici et là aussi sans me laisser le temps de lire. J'avais une confiance aveugle en ma petite sœur. Où est allé cet argent, ai-je demandé, la voix étranglée. Sur le compte joint de Madame Léa Fontaine et Monsieur Thomas Dubois. Ils ont ouvert ce compte la semaine dernière en vue de leur mariage. Leur mariage. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Non seulement ils me trompaient, mais ils allaient se marier avec M.O.N. Argent. J'ai raccroché et j'ai couru chez mes parents. Il fallait que je leur raconte tout, qu'ils voient enfin le vrai visage de leur fille préférée. Quand je suis arrivée, essoufflée et en larmes, maman était en train de préparer le dîner. « Clara ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai tout déballé. La liaison, l'argent volé, la procuration falsifiée. Maman m'a écoutée sans dire un mot, puis elle s'est assise lourdement sur une chaise. « Ma chérie, a-t-elle murmuré, nous sommes au courant. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. » Comment ça, vous êtes au courant ? Papa est entré dans la cuisine à ce moment-là. Il avait l'air gêné, presque coupable. « Clara, assieds-toi. Il faut qu'on te parle. » Ce qu'ils m'ont révélé ce soir-là a achevé de briser mon cœur. Non seulement ils savaient pour la liaison, mais ils l'avaient encouragée. Selon eux, Thomas était trop bien pour moi. Léa était plus belle, plus charismatique, plus faite pour lui. Ils avaient orchestré toute cette mascarade pour que les choses se remettent dans l'ordre naturel. « Tu comprends, ma chérie ?» disait maman de sa voix douce, « Léa a toujours eu plus de mal dans la vie. Elle mérite ce bonheur. Toi, tu es forte, tu t'en sortiras toujours. » J'étais sans voix. Mes propres parents venaient de m'avouer qu'ils avaient aidé ma sœur à me détruire. Pour eux, j'étais juste un obstacle à éliminer pour que leur fille préférée puisse avoir la vie qu'elle méritait. Le jour J est arrivé. J'avais décidé de ne rien dire, de jouer le jeu jusqu'au bout. Je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller dans la traîtrise. La réponse ? Très, très loin. Je me suis réveillée ce matin-là avec un message de Thomas, « Désolée Clara, mais je ne peux plus faire semblant. J'aime Léa. Le mariage est annulé. » Un message. Après 4 ans de relation, après avoir planifié notre avenir ensemble, il m'annonçait qu'il m'abandonnait par SMS, le jour même de notre mariage. J'étais hébétée. 150 invités allaient débarquer au château dans quelques heures. Le traiteur, les musiciens, le photographe, tout était déjà en place. Et moi, j'étais seule dans ma robe de mariée, regardant ce message qui signait l'arrêt de mort de ma vie d'avant. Puis mon téléphone a sonné. C'était Léa. « Clara ? Tu as reçu le message de Thomas ?» Sa voix était différente. Plus assurée, presque triomphante. « Léa, comment as-tu pu me faire ça ? » Te faire quoi ? Tomber amoureuse ? Clara, sois réaliste. Thomas ne t'a jamais vraiment aimé. Il était avec toi par habitude, par commodité. Avec moi, il a découvert ce qu'était la vraie passion. Et l'argent ? Mes 180 000 €. Elle a ri. Un rire cristallin, celui qu'elle avait étant enfant quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Cet argent va servir à notre bonheur. Thomas et moi, on va s'installer dans la maison de grand-mère. On va refaire toute la décoration, créer notre petit nid d'amour. Tu devrais être contente pour nous. J'ai raccroché, choquée par tant de cynisme. Mais le pire était encore à venir. Vers 14 heures,
les premiers invités ont commencé à arriver au château. Je ne savais pas quoi faire. Rester cloîtré dans ma chambre? Fuir? Finalement, j'ai décidé d'y aller. J'avais besoin de voir leur visage quand ils découvriraient la vérité. Quand je suis arrivé au château, tout était décoré comme prévu. Les fleurs blanches, les rubans dorés, les tables dressées à la perfection. Mais au lieu de l'hôtel où Thomas et moi devions nous dire oui, il y avait une grande banderole, « Félicitations Léa et Thomas ». Ma sœur était là, dans ma robe de mariée. Elle l'avait récupérée chez le couturier en prétendant que j'avais changé d'avis sur la taille. Elle portait mes bijoux, ceux que grand-mère m'avait légués. Elle souriait, radieuse, recevant les félicitations des invités médusés. Thomas était à côté d'elle, mal à l'aise mais souriant quand même. Quand il m'a vu, il a baissé les yeux. Il n'assumait même pas son choix. Les invités étaient sous le choc. Certains sont venus me voir pour me demander ce qui se passait. D'autres évitaient mon regard, visiblement gênés par la situation. Mes propres parents faisaient comme si de rien n'était, serrant la main aux invités et expliquant que finalement, c'était Léa qui épousait Thomas. L'humiliation était totale. Publique. Devant ma famille, mes amis, mes collègues. Tout le monde avait maintenant une image de moi, celle de la femme pathétique qui s'était fait voler son fiancé par sa propre sœur le jour de son mariage. Cette nuit-là, seule dans mon appartement vide, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis, vers 3 heures du matin, quelque chose s'est cassé en moi. La tristesse a laissé place à une rage froide, calculatrice. Il m'avait détruite? Très bien. À mon tour de jouer. J'ai commencé par faire mes recherches. Thomas n'était pas l'homme intègre qu'il prétendait être. En fouillant dans ses affaires restées chez moi, j'ai découvert qu'il avait des dettes de jeu considérables. 85 000 € dus à des créanciers peu recommandables. C'était pour ça qu'il était avec moi. Pour mon héritage. Léa était juste un bonus, le cerise sur le gâteau. J'ai également découvert que Léa n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. En consultant les réseaux sociaux, j'ai trouvé des photos d'elle avec 3 hommes différents au cours des derniers mois. Pendant qu'elle séduisait Thomas, elle continuait ses autres conquêtes. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est ce que j'ai découvert en me rendant chez le notaire. Grand-mère avait laissé une lettre, à n'ouvrir qu'en cas de comportement indigne de la part des héritiers. Dans cette lettre, elle racontait que Léa était venue la voir plusieurs fois avant sa mort, essayant de la convaincre de modifier son testament en sa faveur. « Ma chère Clara, écrivait grand-mère, si tu lis cette lettre, c'est que ta sœur a encore fait des siennes. J'ai toujours su qu'elle était cupide et manipulatrice. Je t'ai légué cette fortune parce que je savais que toi, tu en ferais bon usage. Si jamais elle essaie de te la voler, sache que j'ai pris mes précautions. » Ces précautions? Un testament caché, authentifié par un second notaire, qui annulait tous les legs si l'argent n'était pas utilisé par moi personnellement dans un délai de 6 mois. Tous les virements effectués par Léa étaient donc illégaux. J'avais mes armes. Il était temps de les utiliser. J'ai attendu 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'ai laissé Léa et Thomas profiter de leur bonheur illusoire. Ils avaient emménagé dans la maison de grand-mère, avaient rénové avec mon argent, s'affichaient partout comme le couple parfait. Pendant ce temps, moi, je préparais minutieusement ma contre-attaque. D'abord, j'ai contacté les créanciers de Thomas. Je leur ai donné l'adresse de la maison de grand-mère et leur ai expliqué que leur débiteur avait soudainement eu accès à une fortune considérable. Ils ont été très intéressés par cette information. Ensuite, j'ai pris contact avec un détective privé pour documenter les infidélités de Léa. Les photos ont été faciles à obtenir. Elle n'avait jamais changé, continuant à voir ses autres amants même après son mariage. Enfin, j'ai fait appel au second notaire mentionné dans la lettre de grand-mère. Le testament caché était en béton juridiquement. Tous les biens devaient me revenir,
et Léa devait rembourser chaque centime détourné. Le jour où j'ai lancé ma contre-offensive, j'étais prête. 7 heures du matin, les créanciers de Thomas ont débarqué à la maison. Ils voulaient leurs 85 000 € immédiatement. Thomas était livide, Léa hystérique. 10 heures, l'huissier est arrivé avec l'ordre de restitution. Léa devait rendre les 180 000 € sous 48 h ou faire face à des poursuites pour détournement de fonds. 14 heures, j'ai envoyé les photos des infidélités de Léa à Thomas par mail, avec un petit mot: ta femme fidèle te trompe depuis le premier jour de votre relation. Bienvenue dans mon monde. 16 heures, Thomas a quitté la maison avec ses affaires, en claquant la porte. On l'entendait hurler depuis la rue: tu n'es qu'une traînée. Tu m'as menti sur tout. 18 heures, les parents ont débarqué chez Léa, paniqués. Ils venaient d'apprendre par le notaire qu'il risquait d'être poursuivi pour complicité si l'argent n'était pas rendu. Le soir même, Léa m'a appelé, en pleurs. Clara, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai plus rien. Thomas est parti, je ne peux pas rendre l'argent, les huissiers vont saisir la maison. Léa, ai-je répondu calmement, tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de mon mariage? Que je devais être contente pour votre bonheur? Eh bien, maintenant, c'est toi qui devrais être contente pour le mien. J'ai raccroché. 6 mois ont passé depuis cette journée. La justice a suivi son cours. Léa a été condamnée à rembourser la totalité de la somme détournée plus des dommages et intérêts de 50 000 €. N'ayant pas les moyens, elle a dû vendre tous ses biens et vivre chez nos parents, qui l'ont accueillie avec beaucoup moins d'enthousiasme qu'avant. Thomas, ruiné par ses dettes de jeu et abandonné par Léa, a quitté la région. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mes parents ont essayé de me recontacter plusieurs fois, mais j'ai coupé les ponts. Comment faire confiance à des gens qui avaient orchestré ma destruction? Ils m'envoient des lettres d'excuses que je ne lis même plus. Quant à moi, j'ai utilisé mon héritage pour racheter une petite maison au bord de la mer, loin de tout ce poison familial. J'ai ouvert ma propre agence de communication, qui marche très bien. J'ai rencontré Julien, un homme sincère qui ne connaît rien de mon passé et même pour ce que je suis vraiment. Parfois, je repense à cette période sombre de ma vie. Je me demande si j'ai bien fait d'aller aussi loin dans ma vengeance. Puis je me souviens de cette humiliation publique, de cette trahison familiale, de ces mois où j'ai cru devenir folle. Et je me dis que justice a été rendue. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Léa, elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements, célibataire, vivant dans un studio de 20 mètres carrés. Elle qui avait toujours eu tout ce qu'elle voulait découvrait enfin ce que c'était que de lutter pour survivre. Aujourd'hui, je ne ressens plus de colère envers elle. Juste de la pitié. Elle a détruit sa propre vie en essayant de détruire la mienne. Finalement, la vengeance la plus parfaite, c'est de vivre heureuse malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir. Comme disait grand-mère, la vie se charge toujours de remettre les choses à leur place. L'histoire de Clara nous rappelle une vérité fondamentale: ceux qui nous blessent le plus profondément sont souvent ceux qui nous sont le plus proches. La famille, censée être notre refuge, peut parfois devenir notre pire ennemi. Mais Clara nous enseigne aussi que la résilience et la patience peuvent triompher de la trahison. Sa vengeance n'était pas aveugle ou destructrice, elle était méthodique, légale, et finalement juste. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de se reconstruire plus fort qu'avant. Car au final, vivre heureuse malgré leur tentative de destruction reste la victoire la plus éclatante. Ici, les vérités coupent plus fort que les armes. Parce que parfois, le silence cache la pire des trahisons, mais la justice finit toujours par triompher. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.